On passe maintenant à notre discussion plus générale de l'efficacité spectrale. Je vais commencer avec la définition. Je vais faire appel à notre notion de l'impulsion Nyquist et nous allons retourner à notre exemple de MFSK pour voir comment est-ce qu'on peut combiner toutes ces idées d'une définition non ambiguë, exploitation de l'impulsion de Nyquist et l'exemple de FSK. Donc, définition de l'efficacité en largeur de bande. Donc, notre définition, c'est état qui est le rapport entre R, qui est le taux de transmission, et W, qui est la largeur de bande. Donc, en gros, une efficacité spectrale, ça veut dire combien de largeur de bande est-ce que j'ai besoin pour envoyer une certaine quantité d'informations, un certain taux binaire. Donc, R ou RB, le taux binaire, qui est l'équivalent de 1 sur le temps d'une bit, est donné par cette expression. Donc, définition d'efficacité, et c'est en unité de bits par seconde par hertz, parce que largeur de bande, c'est en hertz. Des fois, nous allons utiliser le TS, et encore le TS, le temps d'un symbole, c'est juste le temps d'un bit fois le nombre de bits par symbole, log de m. Donc, nous allons utiliser cette définition pour comparer différents formats de modulation. Et bien sûr que dans un système de communication à l'autre, pour une certaine taux binaire, la largeur de bande occupée, mais ça peut varier en fonction de choix qui étaient faits. Par exemple, d'utiliser le rate cosine, donc de forme de l'impulsion. Donc, ça peut être différents choix qui impliquent différentes formes d'ondes, différentes largeurs de bande occupées. Mais on aimerait comparer sans souci à ces idées. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons supposer que tout le monde utilise l'impulsion efficace, la plus efficace spectralement. Parce que comme ça, on peut le comparer facilement. Donc, par exemple, nous allons supposer que dans le domaine temporel, ce n'est pas une impulsion rectangulaire, c'est plutôt une impulsion temporelle qui est une sinus cardinale. OK? Donc, c'est un peu pas réaliste, c'est difficile d'avoir ça en temps. Il y a des défis pour les implémentations, etc. Mais ce n'est pas grave, c'est juste théorique pour comparer l'efficacité spectrale. Donc, nous avons supposé que dans le domaine temporel, le temps d'une impulsion est déterminé par et à la forme d'onde d'une sinus sur cardinal. Et à ce moment-là, c'est le sinus T sur T, donc ça détermine la forme ici. Dans le domaine fréquentiel, on a déjà trouvé c'était quoi la largeur de bande. Largeur de bande de deux côtés sera 1 sur T. Donc, largeur de bande ici, mais si c'est sinus cardinal dans le domaine temporel, c'est une rectangle dans le domaine fréquentiel, pas d'ambiguïté dans la définition de largeur de bande, et c'est égal à 1 sur T. Donc, la largeur de bande de deux côtés qui est importante pour la modulation avec porteuse, c'est la largeur de bande qui compte, et 1 sur T. Donc, c'est ça vraiment le minimum que je peux occuper. Donc, c'est le temps d'un symbole. Hein? Donc, si j'ai un symbole ici, c'est la forme d'onde, et ça peut être une amplitude, une phase qui donne le 16 QAM, 64 QAM, c'est une modulation quelconque. Donc, le temps d'un symbole s'occupe un minimum cette largeur de bande. Donc, c'est ça la correspondance, on va supposer. Tu envoies information avec un temps d'un symbole, TS. Donc, l'espace qui est occupé spectralement, ça va être 1 sur, et peut-être je dois mettre la S pour être très clair. Donc, avec ce concept d'utiliser notre comparaison des performances pour tous les différents formats de modulation, en supposant qu'ils tous ont une forme d'onde la plus efficace spectralement, mais il faut que je révisite mes discussions précédentes pour la séparation minimale pour la FSK. Avant, je supposais qu'il y était une forme d'onde rectangulaire dans le domaine temporel, et maintenant, je vais plutôt supposer que c'est une impulsion Nyquist idéale. Donc, dans le domaine temporel, c'est une impulsion sinus cardinal. Ça veut dire que maintenant, c'est un petit peu plus clair, c'est une rectangle au lieu de cette sinus cardinal dans le domaine fréquentiel. Donc, maintenant,
sinus cardinal dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel, un bel rectangle. Et ici en jaune, la première fréquence F1 et la largeur de bande le plus compacte possible, c'est 1 sur T. Donc, si on a une détection cohérente, à ce moment-là, la séparation minimale, c'est 1,5 1 sur T. Donc, à ce moment-là, on a comme des recouvrements, donc la moitié des rectangles, il y a des recouvrements, mais ça maintient leur orthogonalité en supposant que je connais la phase entre les deux. À ce moment-là, quand je vais avoir m de ces valeurs, c'est plutôt m plus 1 divisé par 2t qui est la largeur de bande, parce qu'ici était plus large à cause de la définition où la largeur de bande occupée par une sinus cardinale qui est plus importante que le rectangle. Donc, voici l'expression pour MFSK pour la largeur de bande occupée pour la M. Si j'utilise plutôt une détection non cohérente, à ce moment-là, les largeurs de bande sont à côté l'un de l'autre. Donc, largeur de bande 1 sur T, séparation 1 sur T. Donc, ils sont empilés une après l'autre avec pas de recouvrement, mais qui se touchent réellement. Donc, on peut chercher c'est quoi l'efficacité spectrale pour ces deux formes de MFSK. Par exemple, on peut commencer avec le non-cohérente. Donc, ici, dans le non-cohérente, si on passe de chacun est 1 sur T, il y a M, ils sont à côté l'un de l'autre, donc la largeur de bande occupée totalement, c'est M sur T. Donc, dans cette expression, je sais c'est quoi le R ici en fonction de M sur TS. Donc, ici, W est égal à M sur TS. Je peux le mettre ici et j'ai la relation entre TS et TB. Donc, je peux chercher c'est quoi l'efficacité spectralement pour cette FSK non cohérente. Et donc, c'est juste log de M divisé par M. Donc, en mettant TS sur M et TS égale à TB log de M. Donc, le TB s'annule et on reste avec log de M sur M, bits par seconde par Hertz. Donc, c'est donc l'impact d'agrandir la constellation sur l'efficacité spectrale. Je peux faire la même démarche pour le non cohérente. Sera plutôt, cette expression M plus 1 divisé par 2t. Je vais juste voir maintenant un peu l'impact sur, c'est quoi l'impact spectral d'agrandir la constellation, d'aller de M égale à 2 pour BFSK, QFSK, 8FSK. Et ici, j'ai une forme d'onde qui n'est pas c'est ce qui est, ça a l'air plus de le sinus cardinal, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que le rapprochement et la largeur changent avec différentes valeurs de M. Donc ici, j'ai le temps d'une bit et la largeur occupée est déterminée par la largeur d'un bit. Quand je passe à QFSK, c'est le temps d'une symbole parce que je n'ai plus binaire, c'est une symbole. Et pour FSK, une symbole. Suppose que je fixe le temps d'un bit. Donc, le temps d'un bit est fixe pour la comparaison pour différents M. Le temps d'un bit est fixe. Donc, quand je vais changer le M, le temps d'une symbole va être plus grand. Donc, plus que TS est plus grand, plus que 1 sur TS est plus petit. Donc, quand je vais agrandir M, chacun des largeurs de bande pour chacun va être de plus en plus petit parce que le TS est plus grand. Donc, c'est naturel. Mais malgré que la largeur de bande va être plus petit, 1 sur TS, donc je vais de large comme ça, de plutôt moins large, de plutôt moins large. Donc, chacun est plus petit. Mais je vais accumuler plus des fréquences occupées. Donc, ici, était large, mais j'avais que 2. Moins large, mais j'ai 4. Moins large encore, mais j'ai 8. Donc, c'est pour ça que j'ai plus que M est grande, plus que la largeur de bande occupée totale est grande, malgré que la largeur de bande pour chacun des symboles est plus petit.
Donc, c'est pour ça que nous avons cette relation, c'est log de m divisé par m. Donc, la croissance logarithmique et la puissance et le changement linéaire et logarithmique, dénominateur et numérateur.